Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 24 juin 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à Eugène Boudin. Nous tenterons aussi au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous, vous pouvez nous joindre sur notre blog artracaille.fr ou sur notre messagerie artracaille@orange.fr. Croupissent ces machines de guerre, des tonnes et des tonnes de fer, entreposées prêtes à rugir, prêtes à rougir, la terre qu'on génère contre on, génère une rime en on. Prévert nous l'a pourtant bien dit, quelle connerie, la guerre, sournoiserie nucléaire, sous-marin de poche revolver, bonbon napalm, goût chimique, panoplie de sapeurs panique. On n'arrête pas l'imaginaire pour se faire sauter la cafetière, 100 fois de quoi s'envoyer en l'air, de quoi descendre le soleil, de quoi éteindre le ciel.
C'est moi le plus fort nananaire. Quel pâté on vous a mis? Des tonnes et des tonnes de fer dans la chair ennemie. Mais tapez la chair confrère, vous n'étiez pas mal non plus. Cette fois c'est la der des der, avant la prochaine bien entendu. Les huiles ainsi s'en vont signant des traités aux petits oignons. Après avoir saigné à blanc, se partage terre et pognon. Trace des frontières bidons. Secret de nos piteux états, l'argent est roi et marche au pas. Tambourin sous-fifre et tirelire. Une, deux et trois. À quatre on tire dans le tas. Puis ces machines de guerre dans les hangars de la mémoire. Basta cessons de croiser le fer. Plus de boucherie, plus d'abattoir. Maintenant on va baisser le store. Laisser la connerie au vestiaire. Y a plus d'amateurs pour ce sport. Plus personne sous les bannières. Pourquoi pas la belle utopie? Faites un bilan professionnel. Une reconversion réussie. Faites-vous la paire, faites-vous la belle. Engagez-vous dans l'arty qui déclare la guerre à la guerre. Sortez-vous le nez du kaki. Il y a des tonnes de choses à faire avec votre matos et votre génie pour remettre en état la terre. Rangez tous vos affreux joujoux. Faites tourner le calumet. C'était La guerre interprétée par la Tordue. Et tout de suite, inspiré par cette chanson magnifique, crac, boum, que ça y est, le con number one qui bauge dans la blanche porcherie de Washington scellée a fait bombarder l'Iran. Pendant ou après, ou avec ou sans les Israéliens, peu importe. Ils se mettent en conformité avec ses mensonges. Qui disait que les bombardements précédant ceux de son aviation, ceux d'Israël donc, c'étaient déjà des bombardements à Murdoch. Ce qui n'est pas faux, puisque les bombes balancées par les sionistes sont made in USA. Jamais en panne d'une blagounette l'agent orange, qui, je le rappelle, fait référence à la couleur de son brushing, et à ce poison mortel répandu sur les forêts du Vietnam pendant la guerre contre les résistants du Viet Minh. Un commentateur d'une émission de téloge disait, à propos de l'implication des USA dans le bombardement des installations nucléaires iraniennes, que les faucons s'imposeraient à trompette. Avec raison. Bravo. Une rareté cette clairvoyance qui n'est pas l'apanage ordinaire des gens qui bavent dans les chaînes télévisuelles françaises. Quand le monde, minus le monde, est la chasse gardée de la connerie humaine la plus crasse, des trompes-la-mort de l'acabit du gonfle-bouffi de la maison à l'extérieur blanc et à l'intérieur peinturluré aux couleurs de la chaîne. Il faut laisser la désespérance faire le taf. 3 guerres en cours. L'Ukraine, la Palestine, l'Iran. 3 belligérants chefs dans le coup. Poutine, Netanyahou, Trump. Qu'on se demande s'ils ont un QI mesurable. Perso, je privilégie la mesure impossible. Le néant est-il mesurable? Et question subsidiaire, quel est le plus con des 3? Seuls les cons sont en capacité de répondre.
Pour les autres, une minorité, la sieste est recommandée. Que la chaleur oblige à s'allonger, et surtout à ne penser à rien, et le regretter. Un frappadingue a prétendu, très jadis, que nous devions nous aimer les uns les autres, comme il nous aimait. Heureusement, pour la connerie, il s'est fait fumer sur une croix de bois avec des clous dans les mains et les arpions pour l'empêcher de se ramasser la gueule par terre. Et manque de peau pour les nous autres, depuis son clouage, ça n'a pas arrêté qu'on se tape sur la gueule. Que les pires atrocités ont été le fait de ses disciples en chrétienté. Non, tu les connes, même pas. Si tu veux, copine, copain, faire un virement sur le net pour t'informer sur la chose. Avant, il serait sage de prendre un euphorisant si tu répugnes à te finir pendu dans ton garage. Ou une distraction plus sympathique lorsque tu fais ton caca quotidien. Tu lui refiles, suivant les jours, ton humeur ou l'actualité, un nom comme « Tiens, je me fais un Poutine. Tiens, je me fais un Netanyahou. Tiens, je me fais un Trump. » Tu ressortiras un bienfait étonnant. Plus de Notre Père ni de Salut-Marie, de catéchisme marxiste-léniniste, maoïste, mahométan ou biblique. Reste ou devient ou redevient mécréant. Relis les soliloques du pauvre de Rictus et plus particulièrement le dialogue d'un miséreux avec l'apparition du Christ, une nuit d'hiver sur le pavé grêle luisant de givre d'une rue de Paris. Le bouquin peut s'avérer un remède souverain contre la morosité. Les bombardements sur Gaza, sur l'Iran et l'Ukraine ne disparaîtront pas. La magie n'a pas ce pouvoir. La foi ne changera en rien le monde tel qu'il va et vient non plus, mais la résistance survivra. Par l'espoir, l'antidote de la connerie. Tous les bouffes évoqués dans ce billet vont crever. Un jour de gloire qui va se ramener, aucun doute. Mais que ce soit dans pas longtemps, pas trop longtemps, qu'on puisse encore voir le soleil se lever et la lune se ramener avec la nuit, qu'on puisse encore rêver au creux de nos lits. Merci, la vie. Alors, quand on voit justement les frappes iraniennes et qu'il y a tous nos gouvernants là qui tout de suite, comme notre Macron, défendent le droit d'Israël justement à pouvoir se défendre, argumentent dans ce sens, il faut quand même rappeler que la guerre préventive est contraire au droit international. Donc en fait, ces hommes qui quand même ont soi-disant fait quelques études et doivent quand même avoir quelques notions de droit, devraient savoir que leurs arguments sont complètement fallacieux. Et je pense que les premières frappes d'Israël en Iran ont bien aidé Macron à ne pas pouvoir se prononcer sur la reconnaissance de la Palestine par l'État français. C'est arrivé quand même au bon moment. Non, mais c'est pas lui qui a décidé des frappes en Iran. Non, c'est pas lui qui a décidé. Mais en fait, effectivement, du coup, je pense que là, il a pu quand même échapper à la reconnaissance de la Palestine. Non, il sait saisir les bonnes opportunités. Un gros soulagement pour lui, parce que je pense que c'était pas acquis. Je voulais rappeler aussi qu'on a pu voir justement des vidéos qui remontaient dans le temps, donc qui remontent jusqu'à 1995, où on voit déjà là Netanyahou brandir la menace de l'Iran qui est à quelques jours, quelques mois d'obtenir la bombe nucléaire, quoi. Et donc on le voit en 95, on le voit en 2005, en 2006, on le voit en 2015, on le voit régulièrement dire ça y est, là, c'est devant nous, ça va arriver. Donc il faut être prévenant, quoi. C'est le Colin Powell israélien. Ah ouais, non, c'est assez sidérant. Et rappelez aussi qu'effectivement, si le régime iranien tombe, ce qui est peut-être possible, en tout cas, c'est pas une démocratie qui en sortira. L'histoire montre que des démocraties ne sortent pas de guerre de cette manière-là. Il faut voir maintenant dans quel état est la Libye, l'Irak, enfin voilà, tous les dégâts qui ont pu être faits dans ces pays qui sont dans le chaos total, quoi. Mais même l'Afghanistan. Et l'Afghanistan. Non, c'est pour ça que, voilà, on est encore là, nous on est un peu pris au piège, enfin, on n'a pas, à part critiquer, effectivement, on est un peu sous le choc de ce qui s'est passé, quoi. Et l'Afghanistan, je voudrais rappeler quand même que les deux plus grandes puissances mondiales de l'époque, la Russie, qui a essayé d'installer, de faire perdurer un régime communiste en Afghanistan, elle a dû se carapater au bout de 10 ans, la queue entre les jambes, si on peut s'exprimer ainsi. Et les États-Unis, la plus grande puissance militaire existante aujourd'hui sur la Terre, maintenant un peu avec la Chine, je pense, aussi a dû repartir la queue entre les jambes
après plus de 10 ans à se bagarrer contre les talibans. Voilà, des grosses pertes en hommes, des traumatismes. Des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers de morts. Et pour qu'aujourd'hui, par exemple, l'Afghanistan, dernière grande victoire américaine sur la barbarie, soi-disant, a ramené les talibans au pouvoir encore plus féroces qu'avant. Surtout avec les femmes. Ouais. Et donc ce week-end aussi, c'était le salon de l'armement au Bourget. Donc il y avait eu il y a eu pas mal de pétitions, et donc les stands israéliens soi-disant d'armes offensives ont été recouverts de tissu noir, donc n'ont pas pu des panneaux noirs. Par contre, les armes défensives, elles pouvaient être présentées. Bon, on peut se demander quand on fait du défensif de l'offensif. Enfin bon, je pense que là, c'est histoire de nous endormir un peu. Et il y avait donc des grosses manifestation, une grosse mobilisation qui était à Bobigny. Je crois que c'est à la Bourse du Travail de Bobigny, il y avait des ateliers, des conférences dans un local de la CGT. Il y a eu une manifestation qui était autorisée, et là, malgré tout, dans ce local de la CGT, la Bravem est venue, il y a eu un nassage de tous les gens qui étaient sur place, quoi. Donc ils les ont nassés quelque temps avant de les laisser ressortir après. Et ça me rappelle l'Italie. Quand il y a eu justement, tu sais, ces grosses manifestations là. À Gênes. À Gênes. Et à Gênes, où j'étais avec mon copain Antoine, les carabiniers ont fait la même chose. Ils sont rentrés dans les locaux des gens qui étaient les organisateurs de la manif, et ils les ont nassés, pareil. Alors les carabiniers, presque, nos CRS à côté, c'est les gentils. Ils les ont massacrés carrément dans leurs locaux. Voilà. Ouais. Alors là, il y a eu un nassage, mais tout ça, en fait, sert effectivement à créer de l'angoisse, à faire que les gens hésitent les prochaines fois à se mobiliser, parce que c'est très stressant d'être nassé comme ça, quoi. Et je vais revenir aussi sur deux petites vidéos que j'ai regardées ce matin de Clément Viktorovitch. Alors, Clément Viktorovitch fait de la rhétorique, il décrypte l'actualité, et avec c'est toujours très pertinent. Et là, il est revenu sur deux sujets qui sont importants. Le premier, c'est le Coran européen, c'est-à-dire qu'il y a un ministre Haddad qui a pris la parole et qui veut supprimer des subventions qui sont à peu près de 9 millions d'euros par an, qui concernent justement des chercheurs sur le Coran européen. Alors qu'est-ce que le Coran européen? Alors en fait, c'est un projet qui existe depuis à peu près 2018 ou 2019 jusqu'en 2027, je crois, ou 28, et qui regroupe les plus grands spécialistes, enfin vraiment des chercheurs pointus sur l'influence de l'islam en Europe depuis le XIIe siècle. Donc c'est pas des petits joueurs, hein, c'est vraiment de la recherche, c'est vraiment de la recherche scientifique, et ils ont déjà écrit 10 volumes, ils ont une grosse production scientifique. Volumes, et alors justement, ce sont des journaux type le Journal du Dimanche qui titrent le Coran européen et qui parlent de pseudo-sciences, enfin voilà, qui critiquent justement ces projets. Les Parisiens. Les grands scientifiques. Voilà, donc justement, qui mettent en doute le côté scientifique, alors que là, c'est quand même très grave. Et donc, et l'idée, c'est justement de couper des subventions, parce que ce qui leur fait peur, je pense que c'est déjà le terme, effectivement, Coran européen, mais c'est surtout que ce qu'il y a derrière ces études, c'est que ces chercheurs montrent à quel point, en fait, on n'est pas dans cette société judéo-chrétienne qu'ils aimeraient bien avoir en Europe. C'est que, effectivement, depuis le XIIe siècle, il y a des influences de l'islam dans notre développement. Même avant le XIIe. Et c'est important. Il cite, par exemple, que Victor Hugo se serait inspiré de certaines sourates du Coran, que Goethe en Allemagne aussi, que même Jean-Jacques Rousseau aurait aussi aurait lu ces écrits-là. Donc, en fait, effectivement, ça met un peu à mal leur société judéo-chrétienne idéale en Europe. Oui, leur société pourrie capitaliste. Ouais. Donc c'est quand même très grave, parce que derrière ça, c'est une attaque vers des scientifiques, vers des universitaires, avec des coupes de subventions, et clairement avec une fake news quant au contenu. Et Macron, qui faisait son intéressant là, à la Sorbonne, en disant il faut pas de post-vérité, nous ici on accueillera les scientifiques qui pourront plus travailler aux États-Unis. En fait, tout ce que
que dit Macron est quand même faux. Enfin, jamais cet homme-là, on peut toujours quand même penser que ce qu'il dit n'est absolument pas vrai. Et donc, en fait, il fait exactement la même chose ici. Ce ministre attaque des chercheurs en France, quoi. On est chez Trump. Exactement. C'est du trumpiste. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est vraiment très grave. Ah oui. Parce que avec les relais médiatiques qu'il y a, les lecteurs vont pas forcément aller chercher plus loin, justement, alors c'est Le Monde. Si Le Monde a quand même fait un bon article qui explique ce que c'est que ce Coran européen. Oui, sauf que je vois déjà les gros titres qui sont pas dans la presse, mais je vois déjà CNews, je vois déjà tous ces gens d'extrême droite, tous ces, comment on les appelle, les complotistes, etc., qui vont se ramener la science, ou la science, c'est pas de la science, enfin, qui vont se ramener en criant à la submersion étrangère, enfin voilà. Oui, parce que derrière, il y a des chercheurs, je crois que c'est un Américain, non, c'est un Anglais, on l'accuse d'avoir des liens avec les frères musulmans. Et c'est un sport européen, je sais pas ça. Mais effectivement, on l'accuse sans aucune preuve. Mais il suffit de commencer à dire qu'il y a des liens. Alors en fait, ces chercheurs sont soutenus quand même par 80 autres universitaires. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas les 80 autres universitaires qui ont les millions. Bah non, c'est pas eux qui ont les millions. Pour soutenir ce travail. Exactement. Et en tout cas, ceux qui sont proches de ces chercheurs seraient vraiment au courant si vraiment il y avait des liens. Bien sûr, non, mais le mal est fait, quoi. C'est le propre des pays, des dictatures, des pays complètement, comment on les appelle, autoritaires. Enfin bref, il y a un tas de noms pour les qualifier. Voilà. C'est l'Amérique d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que derrière, c'est quand même la science qu'on attaque. Ben, voilà. Bien sûr. Et c'est ça qui est très grave, quoi. Et elle est attaquée par des abrutis qui n'ont aucune idée de ce qu'est la science. Ah non, mais effectivement, ce sont des islamophobes. Parce que c'est pas dans le Parisien qu'il y a des grands scientifiques qui écrivent. Hein. Non, ça se saurait. Voilà. Et le deuxième point que j'ai écouté, c'est l'annulation d'un concert de Médine à Saint-Quentin. Alors Médine est un rappeur. C'est quelqu'un qui est connu, qui chante depuis très longtemps. Alors qui reconnaît, à ses débuts, avoir eu des propos qu'il n'aurait pu maintenant. Il s'en excuse, il reconnaît, voilà, il était plus jeune. Et en fait, depuis de nombreuses années, les concerts de Médine sont des concerts qui se passent bien. Médine est quelqu'un qui a son seul défaut par rapport effectivement à cette mairie de Saint-Quentin, c'est de soutenir la Palestine. Donc le concert a été annulé, même pas par la salle de concert, mais par le maire lui-même. Donc c'est une censure politique. Et là c'est pareil, on touche encore à quelque chose qui peut vraiment se généraliser, c'est-à-dire que si aujourd'hui on annule un concert pour des raisons politiques, demain on peut annuler des conférences, on peut annuler d'autres acteurs, et là effectivement le monde de la culture devrait vraiment se lever contre cette annulation. Mais quand tu as la ministre de la Culture qui s'appelle Rachida Dati, on peut douter que le monde de la culture puisse continuer longtemps à proclamer la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté de peindre, la liberté de faire du théâtre, etc. etc. Parce que Médine est quelqu'un qui n'a jamais été condamné pour incitation à la haine raciale, et ce qu'explique justement Viktorovic, c'est qu'il nous remontre par exemple Zemmour, qui lui inonde les plateaux télé en 2021, enfin et on le voit partout, alors que ce Zemmour est un multirécidiviste, lui a été condamné de nombreuses fois, et on le voit partout en train de déverser sa haine, voilà. Et donc il fait aussi le rapprochement, il parle de Retailleau qui en fait, maintenant qu'il est officiellement représentant des Républicains, donc qui peut potentiellement être président de la République un jour, lui s'attaque clairement à notre état de droit. Et alors il ne prend pas de détour, il s'attaque, il parle de la souveraineté populaire qui pourrait très bien être mise en avant par rapport à l'état de droit, et qu'il faudrait peut-être dézinguer, démolir toute cette constitution pour en faire une nouvelle constitution. Et là c'est pareil, là on peut toucher à quelque chose qui sera irréversible après. Oui, alors je rappelle quand même à nos chers auditeurs qui doivent le savoir, mais bon, s'il y en a des nouveaux qui écoutent, qui ont commis l'impudence ou l'imprudence de nous écouter, je rappelle quand même que les Républicains, ils sont entre 40 et 50, je sais pas, peut-être un peu plus de députés à l'Assemblée nationale, que c'est vraiment une minorité minoritaire, que la gauche avait réuni quand même 160, je parle de la gauche unifiée évidemment, 160 députés, et que la gauche n'a aucun de ses membres au gouvernement, et que la droite minoritaire, mais ultra minoritaire, qui est
ces républicains, là, enfin républicains, c'est un mot, c'est presque un crachat, quoi, voilà. Eh ben, ils ont 2 ministres au moins au gouvernement, et des ministres régaliens, parce qu'il y a l'intérieur et la justice. Ouais. Et donc en fait les propos de Retailleau, quand on les écoute, vont beaucoup plus loin que ce que dit Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus réactionnaire et à l'extrême droite. Il veut récupérer les électeurs de Le Pen. Je crois que c'est un petit peu comme les MAGA aux États-Unis. Le socle de Le Pen, il y a un socle de tant d'électeurs et qui bougent pas. Voilà. On peut leur faire des appels du pied, etc. Ça ne changera rien. Ils resteront FN, ils seront EARN ou FN, c'est la même chose. Hein. Ils passeront jamais chez les Républicains, même d'ultra-droite. Hein. Oui, mais là, voilà, on est face à quelqu'un qui est vraiment potentiellement très, très dangereux dans ce qu'il pourrait proposer si jamais il était président de la République. Non, mais il a le charisme d'une chaise de... Je sais pas parce qu'il va avoir tout. On voit là, on voit les affiches, pareil, on voit les unes des journaux. Il a quand même toute cette presse Bolloré qui soutient, donc et il présente très bien. C'est-à-dire que comme il présente sous le signe des Républicains, effectivement, c'est pas RN, donc ça c'est trompeur. Effectivement. Oui, non, mais son socle électoral, je veux dire, les gens qui votent pour les Républicains aujourd'hui, avant, quand ils étaient vraiment majoritaires. C'était la petite bourgeoisie, machin, etc. Voilà, les rentiers et compagnie qui votaient. Mais maintenant, je pense que des gens comme Retailleau ou Darmanin font peur aux rentiers. Ils veulent pas de gens extrémistes, ils veulent des gens modérés. Voilà. Et donc, à mon avis, il récoltera jamais assez de voix, mais il n'aura pas ceux du Front National, les voix du Front National déjà. Ça, il peut faire une croix dessus. Mais ces mecs, ils se font des illusions. Hein. Et en plus, les rentiers qui votaient pour les Républicains du temps de Chirac, ils ne seront pas là. Mmh. Donc il n'y a aucune chance que ce mec-là, ou son petit copain de la justice, là, ou de l'intérieur, de la justice, oui. Comment il s'appelle déjà Darmanin. L'autain Darmanin de Jardin, oui. Ils n'ont aucune chance, ni l'un ni l'autre. Mmh. Elle est malingre, elle est petite, elle boit de grands verres d'eau bénite, tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu le Père. Elle coupe, elle mutile ou elle blesse, ici un cœur, elle a une fesse. Elle est le chirurgien des rois, l'ambroise Paré sans foi ni loi. Sur le corps, elle porte une bure pour cacher ses trésors absents. Sur le cœur, elle porte une tonsure comme on porte un saint sacrement. La censure, la censure. Elle est le cerbère des royaumes, l'hydra sans tête et le pogrom. La main de fer et le bâillon qui étouffe les révolutions. Elle est le grand inquisiteur, le bûcher purificateur. Et il n'y a pas tellement longtemps de Buchenwald au Ku Klux Klan. Sur le corps, elle porte des souillures de poudre, de terre et de sang. Et sur le cœur, des moisissures de prison froide et de couvent. La censure, la censure. Aujourd'hui, dans la douce France, en l'an de grâce et de jouvence, la revoilà qui pointe son nez, qui roule des yeux sous son bonnet. La revoilà qui prolifère, qui pudibonde, qui vitupère contre une poignée d'objecteurs et qui déshonore ses chants d'honneur. Sur le corps, elle porte des dorures pour mieux endormir les enfants. Et sur le cœur, des moisissures de prison froide et de couvent. La censure, la censure. Faudrait censurer le striptease, la presse du cœur et les faillots. Faudrait trouver la terre promise ailleurs qu'aux conneries des radios. Faudrait qu'un de ces jours on muselle les bateleurs et leurs bagous. Faudrait qu'un de ces jours les bordels reviennent faire un petit tour chez nous. Faudrait enfin qu'on me réponde, qu'on me convainque, qu'on me rassure que je ne suis pas la seule au monde à vouloir qu'un jour on censure la censure, la censure. La censure, Catherine Sauvage. Une chanson.